La pluie tambourinait contre les vitres teintées de la Bentley Continental GT, créant une mélodie monotone qui accompagnait les pensées tumultueuses d'Alexandre Dubois. À 42 ans, cet homme d'affaires parisien avait bâti un empire financier qui s'étendait de la Tour Eiffel au gratte-ciel de la Défense. Ses costumes sur mesure de Savile Row, ses montres Patek Philippe et ses résidences dans les plus beaux quartiers de Paris témoignaient d'une réussite que beaucoup enviaient. Pourtant, en cette soirée pluvieuse de novembre, Alexandre ressentait un vide profond que ni l'argent ni le pouvoir n'arrivaient à combler. Il revenait d'un dîner d'affaires au Bristol où il avait conclu une acquisition de plusieurs millions d'euros. Les félicitations de ses associés résonnaient encore dans ses oreilles, mais elles lui semblaient creuses, dénuées de toute sincérité. Sa Mercedes S-Class glissait silencieusement sur les Champs-Élysées, les lumières de la ville se reflétant sur l'asphalte mouillé comme des étoiles déchues. Alexandre observait distraitement les passants qui se hâtaient sous leur parapluie, chacun dans sa bulle, chacun poursuivant ses propres rêves ou fuyant ses propres démons. C'est alors qu'il l'aperçut, recroquevillé dans l'entrée d'une boutique fermée, près de la station de métro Georges V, une silhouette frêle tentait de se protéger de la pluie battante. Ses vêtements trempés collaient à son corps menu et elle serrait contre elle un sac plastique déchiré qui contenait visiblement tous ses biens. Alexandre reconnut immédiatement Margot Rousseau, sa femme de ménage, celle qui, depuis 3 ans, prenait soin de son appartement du 16e arrondissement avec une discrétion et une efficacité remarquables. La voir ainsi, vulnérable et sans abri, provoqua en lui un choc qu'il n'avait pas anticipé. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un like pour nous encourager. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous de cette rencontre inattendue entre Alexandre et Margot? Alexandre donna immédiatement l'ordre à son chauffeur de s'arrêter. La portière de la Mercedes s'ouvrit dans un souffle et il sortit sous la pluie, indifférent au fait que son costume de 3000 € allait être trempé. Margot leva les yeux vers lui, surprise et embarrassée d'être découverte dans cette situation. Ses joues étaient rougies par le froid et ses lèvres tremblaient légèrement. Dans ses yeux noisettes, Alexandre put lire une fierté blessée mêlée à une résignation douloureuse. « Madame Rousseau, dit-il d'une voix douce qu'il ne se connaissait pas, que faites-vous ici par une nuit pareille ?» Margot détourna le regard, honteuse. Elle avait toujours veillé à maintenir une distance professionnelle avec ses employeurs, ne leur parlant que le strict nécessaire et accomplissant ses tâches avec une discrétion exemplaire. Voir son patron la découvrir dans cette situation précaire était pour elle une humiliation profonde. « J'ai eu quelques difficultés, monsieur Dubois, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le bruit de la circulation. « Mais ne vous inquiétez pas, je serai à l'heure demain matin pour le ménage. » Cette réponse, empreinte d'une dignité touchante malgré les circonstances, bouleversa Alexandre plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il réalisa alors qu'il ne savait pratiquement rien de la vie de cette femme qui prenait soin de son intimité quotidienne depuis 3 années. Sans un mot de plus, Alexandre tendit sa main vers Margot. « Venez, dit-il simplement, vous ne pouvez pas rester ici. » La jeune femme hésita un instant, tiraillée entre sa fierté et le pragmatisme de sa situation. La pluie redoublait d'intensité et le froid commençait à engourdir ses membres. Finalement, elle accepta la main tendue et se laissa conduire vers la voiture de luxe. L'intérieur de la Mercedes offrait un contraste saisissant avec la rudesse de la rue. Le cuir beige, les boiseries précieuses et l'éclairage tamisé créaient une atmosphère feutrée et chaleureuse. Margot s'installa avec précaution sur la banquette, veillant à ne pas mouiller le précieux cuir avec ses vêtements trempés. Alexandre monta le chauffage et tendit à sa passagère une couverture en cachemire qui se trouvait dans la voiture. « Où habitez-vous » demanda-t-il avec une bienveillance qui surprit Margot. Celle-ci baissa les yeux, embarrassée. « Nulle part pour le moment. Monsieur, j'ai été expulsé de mon logement la semaine dernière. » Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de poing. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il jamais remarqué les signes de détresse chez cette femme qui évoluait quotidiennement dans son environnement? Le trajet vers l'appartement d'Alexandre se déroula dans un silence relatif, ponctué seulement par le ronronnement du moteur et le martèlement de la pluie sur le toit. Margot regardait défiler les façades, haussmanniennes illuminées, ces demeures bourgeoises qui abritèrent des familles fortunées, loin de ses préoccupations quotidiennes. Alexandre, quant à lui, réfléchissait à la tournure inattendue que prenait cette soirée.
Il avait l'habitude de prendre des décisions rapides et importantes dans le monde des affaires, mais cette situation relevait d'un tout autre registre, touchant à l'humain plutôt qu'au profit. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble haussmannien de l'avenue Foch, Margot ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment étrange. Elle connaissait si bien cet endroit, pour y avoir travaillé régulièrement, mais elle n'y était jamais entrée en tant qu'invitée. Le portier en livrée, habitué à voir Alexandre rentrer seul ou accompagné de partenaires d'affaires, salua respectueusement sans poser de questions. L'ascenseur au miroité doré les emmena silencieusement jusqu'au 5e étage, vers l'appartement de 300 mètres carrés qui dominait les toits de Paris. Une fois à l'intérieur, Alexandre alluma les lumières, révélant le décor sophistiqué qu'il avait fait aménager par les meilleurs décorateurs parisiens. Les meubles design côtoyaient des œuvres d'art contemporain, créant un ensemble harmonieux qui respirait la réussite et le raffinement. Margot connaissait chaque recoin de cet appartement, chaque objet qu'elle dépoussiérait avec soin, mais elle le découvrait ce soir, sous un jour nouveau, avec ses éclairages chaleureux et son atmosphère vivante. « Vous devez avoir froid », dit Alexandre en se dirigeant vers un placard. « Je vais vous donner des vêtements secs. » Il revint avec un peignoir en soie et des chaussons. « La salle de bain d'amis est par là. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous réchauffer. » Margot accepta ces présents avec une gratitude muette, touchée par la délicatesse avec laquelle son patron traitait sa situation difficile. Pendant que Margot se changeait, Alexandre prépara du thé dans sa cuisine ultra-moderne. Cette activité domestique et inhabituelle pour lui qui avait l'habitude d'être servi lui procura une satisfaction étrange. Il réalisa qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait accompli un geste aussi simple et généreux. Sa vie, rythmée par les réunions, les négociations et les voyages d'affaires, lui avait fait perdre le contact avec les gestes élémentaires de l'hospitalité et de la compassion. Quand Margot réapparut, transformée par ses vêtements secs et ses cheveux brossés, Alexandre fut frappé par sa beauté naturelle. Sans le stress de la rue et libérée de ses vêtements trempés, elle révélait un visage fin aux traits délicats, des yeux expressifs et un port de tête qui trahissait une éducation soignée. Il se demanda comment il avait pu côtoyer cette femme pendant 3 ans sans vraiment la voir, se contentant de la considérer comme un rouage efficace de son organisation domestique. Ils s'installèrent dans le salon, face à la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Paris illuminée. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient dans le lointain, créant une atmosphère presque magique. Alexandre servit le thé dans des tasses en porcelaine de Limoges, un rituel qui contrastait avec l'urgence des circonstances qui les avaient réunis. « Racontez-moi ce qui s'est passé », dit-il doucement, sans aucune trace de curiosité malsaine dans la voix, mais avec une sincère préoccupation. Margot hésita un moment, puis réchauffée par le thé et touchée par la bienveillance de son interlocuteur, elle commença à raconter son histoire. Elle venait d'une famille modeste de Normandie, avait étudié la littérature française à la Sorbonne avec de brillants résultats, mais les difficultés économiques l'avaient contrainte à abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Sa voix se brisa légèrement quand elle évoqua la mort de sa mère 6 mois plus tôt. Un événement qui l'avait plongé dans une spirale de dettes médicales et de chagrin. Les frais d'hospitalisation, malgré la sécurité sociale, avaient épuisé ses maigres économies. Son propriétaire, un homme sans scrupules, avait profité de sa vulnérabilité pour augmenter arbitrairement son loyer, la poussant finalement à la rue lorsqu'elle n'avait plus pu faire face aux échéances. Alexandre écoutait en silence, découvrant une réalité qu'il avait toujours côtoyée sans la voir. Cette femme brillante, diplômée, était devenue femme de ménage non par manque d'ambition mais par nécessité. Elle avait sacrifié ses rêves littéraires pour prendre soin de sa mère mourante, puis s'était retrouvée seule face à un système qui ne pardonne pas la moindre faiblesse. Cette révélation ébranla profondément Alexandre, lui faisant prendre conscience de ses propres privilèges et de l'injustice flagrante d'un monde où le talent et la dignité ne suffisaient pas toujours à assurer une vie décente. La conversation se prolongea tard dans la nuit. Margot parla de ses rêves d'écriture, de sa passion pour la littérature française classique, de son admiration pour George Sand et Simone de Beauvoir. Alexandre découvrait une femme cultivée, sensible, dont l'intelligence et la finesse d'esprit n'avaient rien à envier à celle de ses relations habituelles du monde des affaires. Il réalisa avec amertume que ces dernières conversations vraiment enrichissantes remontaient à des années noyées dans un océan de
Discussions superficielles sur les cours de la bourse et les stratégies d'investissement. Peu à peu, alors que les heures s'égrenaient et que Paris s'endormait sous leurs fenêtres, une complicité inattendue naissait entre eux. Alexandre racontait à son tour sa propre histoire, celle d'un homme qui avait tout sacrifié à la réussite professionnelle. Il évoqua sa solitude, ses relations amoureuses échues, sa famille éloignée par ses obsessions financières. Pour la première fois depuis des années, il se livrait vraiment, abandonnant le masque du businessman impénétrable qu'il portait en permanence. Margot l'écoutait avec attention, surprise de découvrir sous le vernis de la richesse et du pouvoir un homme profondément humain, marqué par ses propres blessures. Elle comprenait que, d'une certaine manière, ils étaient tous les deux des exilés. Elle, chassée de son logement et de ses rêves, lui, isolé dans sa tour d'ivoire doré, coupé des vraies joies de l'existence. Quand l'aube commença à poindre derrière les toits parisiens, ni l'un ni l'autre n'avait envie que cette parenthèse enchantée se termine. Alexandre proposa à Margot de rester dans la chambre d'amis le temps qu'elle se retourne, une offre qu'elle accepta avec reconnaissance, tout en insistant pour continuer à assurer ses fonctions de femme de ménage. Cette condition, qui aurait pu paraître humiliante, était pour elle une question de dignité. Elle refusait la charité pure et voulait conserver son indépendance, même dans la difficulté. Les jours qui suivirent prirent une coloration particulière. Margot continuait son travail avec le même professionnalisme qu'auparavant, mais les rapports entre elle et Alexandre avaient subtilement évolué. Il ne la regardait plus comme une employée invisible, mais comme une personne à part entière, avec ses qualités, ses aspirations et ses fragilités. De son côté, Margot découvrait chez son patron une sensibilité qu'elle n'avait jamais soupçonnée, une capacité d'écoute et de compréhension qui contrastait avec l'image froide qu'elle avait de lui. Alexandre commença à modifier ses habitudes. Il rentrait plus tôt le soir, curieux de poursuivre les conversations entamées la nuit de leur rencontre. Il découvrait avec plaisir les recommandations littéraires de Margot, redécouvrant des auteurs qu'il avait négligés depuis ses études de commerce. La jeune femme, de son côté, l'initiait aux subtilités de la langue française, partageant avec lui sa passion pour la beauté des mots et la musicalité des phrases. Un soir, alors qu'il discutait de Proust devant la cheminée du salon, Alexandre eut une révélation. Il réalisa qu'il était en train de tomber amoureux, non pas d'une image ou d'un fantasme, mais d'une personne authentique qui l'enrichissait humainement. Cette prise de conscience le troubla profondément car elle remettait en question tout l'édifice de sa vie sociale et professionnelle. Comment un homme de son rang pouvait-il envisager une relation avec sa femme de ménage? Que diraient ses associés, ses relations, son environnement familial? Margot, de son côté, vivait un trouble similaire. Elle était reconnaissante de l'aide d'Alexandre, mais elle sentait naître en elle des sentiments plus profonds. L'attention qu'il lui portait, sa capacité à la valoriser et à s'intéresser sincèrement à ses opinions, la touchait au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Cependant, elle était parfaitement consciente de l'abîme social qui les séparait et refusait de se bercer d'illusions sur l'avenir de cette relation naissante. Les semaines passèrent dans cette ambiguïté douce amère. Alexandre avait discrètement fait le nécessaire pour aider Margot à retrouver un logement décent, utilisant ses relations pour lui trouver un petit appartement dans le Marais à un loyer raisonnable. Il avait présenté cette aide comme un simple prêt à taux zéro, préservant ainsi la fierté de la jeune femme tout en lui offrant la stabilité dont elle avait besoin. Margot avait accepté cette proposition, mais elle avait posé ses conditions. Elle rembourserait cette aide par son travail, quitte à multiplier les heures chez d'autres employeurs. Cette détermination impressionnait Alexandre, qui y voyait la marque d'un caractère exceptionnel. Il admirait cette femme qui refusait de se laisser abattre par l'adversité et qui gardait sa dignité dans les pires circonstances. Un dimanche après-midi de décembre, alors qu'il se promenait dans les jardins du Luxembourg, Alexandre prit son courage à deux mains. « Margot, dit-il en s'arrêtant près du bassin où voguettent les petits bateaux des enfants, je dois vous avouer quelque chose. » Elle le regarda avec attention, pressentant l'importance de ce qui allait suivre. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous, » poursuivit-il, la voix légèrement tremblante. Cette déclaration, qu'elle avait à la fois espérée et redoutée, bouleversa Margot. Elle avait rêvé de ces mots, mais elle en mesurait aussi toutes les implications. « Alexandre, » répondit-elle en utilisant son prénom pour la première fois, « moi aussi, j'éprouve des sentiments pour vous. Mais nous savons tous les deux que c'est impossible.
Nous ne vivons pas dans le même monde. Et si nous créions notre propre monde? Répliqua Alexandre avec une passion qui le surprit lui-même. Et si nous décidions que l'amour est plus fort que les conventions sociales? Ces paroles, qui auraient pu paraître naïves dans la bouche d'un autre, prenaient une résonance particulière venant de cet homme habitué à briser les barrières dans le monde des affaires. Margot sourit tristement. Vous parlez en businessman qui croit pouvoir tout acheter et tout conquérir. Mais l'amour ne se gère pas comme une acquisition d'entreprise. Il y a votre famille, vos amis, votre réputation, votre carrière. Et il y a ma fierté, mon besoin de ne pas dépendre de vous. Cette lucidité, loin de refroidir Alexandre, ne fit qu'accentuer son admiration pour cette femme qui gardait la tête froide, même dans l'émotion. La conversation se prolongea sur un banc face au Sénat, tandis que les feuilles mortes tourbillonnaient autour d'eux. Ils parlèrent de leurs espoirs, de leurs craintes, de la difficulté de concilier l'amour et la raison. Alexandre proposa des solutions pratiques. Il pourrait l'aider à reprendre ses études, à lancer sa carrière d'écrivain, à devenir indépendante financièrement. Mais Margot, avec sa sagesse intuitive, comprenait que leur relation perdrait de son authenticité si elle devenait déséquilibrée par une trop grande dépendance matérielle. Finalement, ils décidèrent de se donner du temps. Margot emménagerait dans son nouvel appartement, continuerait à travailler pour Alexandre et d'autres employeurs, et ils verraient comment évoluaient leurs sentiments dans un contexte plus équilibré. Cette décision, empreinte de sagesse et de respect mutuel, témoignait de la maturité de leur amour naissant. Le déménagement de Margot marqua une nouvelle étape dans leur relation. Son petit appartement du Marais, avec ses poutres apparentes et ses fenêtres donnant sur une cour pavée, contrastait avec le luxe de l'avenue Foch, mais il respirait l'authenticité et la chaleur humaine. Alexandre y fut invité pour un dîner simple, préparé par Margot avec les moyens du bord. Ce repas, composé d'un pot-au-feu et d'une tarte aux pommes maison, lui procura plus de plaisir que tous les dîners gastronomiques auxquels il était habitué. Dans ce cadre modeste mais harmonieux, Margot révélait encore d'autres facettes de sa personnalité. Elle était une excellente cuisinière, savait créer une atmosphère chaleureuse avec peu de moyens et possédait ce don rare de transformer le quotidien en moments précieux. Alexandre découvrait les joies simples qu'il avait oubliées, le plaisir de partager un repas préparé avec amour, la satisfaction de conversations profondes, sans agenda caché, la paix d'un dimanche sans téléphone ni ordinateur. Parallèlement, Margot commençait à découvrir un autre aspect de la personnalité d'Alexandre. Libéré des contraintes de son rôle de patron, il révélait un sens de l'humour fin, une culture générale étendue et une capacité d'émerveillement que ses responsabilités professionnelles avaient enfouies. Ensemble, ils visitaient Paris comme des touristes, redécouvrant leur ville sous un angle nouveau, loin des obligations mondaines et professionnelles qui rythmaient habituellement la vie d'Alexandre. Cependant, leur relation secrète commençait à peser sur Alexandre. Il détestait devoir cacher ses sentiments, mentir à son entourage sur ses activités, inventer des prétextes pour justifier ses absences. Un soir, après un conseil d'administration particulièrement tendu, il confia à Margot son envie de tout révéler, de vivre leur amour au grand jour quelles qu'en soient les conséquences. « Je ne veux plus mentir, » lui dit-il avec véhémence. « Je veux que le monde entier sache que je suis amoureux de vous, que vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée depuis des années. » Cette déclaration passionnée toucha profondément Margot, mais elle gardait sa lucidité. « Alexandre, réfléchissez aux conséquences. Votre famille, vos associés, vos clients, êtes-vous prêt à tout risquer pour nous ?» Cette question entra Alexandre pendant des semaines. Il observait son environnement professionnel et social avec un œil nouveau, mesurant l'hypocrisie et la superficialité qui l'entourait. Ses collègues parlèrent de leur maîtresse avec cynisme. Ses amis collectionnaient des conquêtes comme des trophées. Sa famille ne s'intéressait à lui que pour son argent. Face à cette constatation amère, l'amour authentique qu'il partageait avec Margot prenait une valeur inestimable. La situation se compliqua quand sa sœur Isabelle, organisatrice mondaine réputée, décida de lui présenter Céline de Montmorency, héritière d'une grande famille de l'aristocratie française. Ce rendez-vous arrangé, présenté comme un déjeuner d'affaires, était en réalité une tentative de mariage de convenance déguisée. Céline, belle, élégante et parfaitement éduquée, correspondait exactement au type de femme que son entourage attendait qu'il épouse. Le déjeuner au Meurice se déroula dans un cadre somptueux,
entre deux personnes polies qui jouaient le jeu social avec une perfection glacée. Céline parlait d'art contemporain, de voyage à Gstad et de réception philanthropique avec un détachement étudié. Alexandre l'écoutait poliment, tout en pensant aux conversations passionnées qu'il partageait avec Margot sur la littérature et les mystères de l'existence. Le contraste était saisissant. D'un côté l'artificiel, de l'autre l'authentique. Après ce déjeuner, Alexandre ressentit une urgence. Nouvelle. Il ne pouvait plus supporter cette vie de façade, ses relations calculées, ses sentiments mesurés. Il avait goûté à l'amour vrai avec Margot et tout le reste lui paraissait fade et inutile. Il prit sa décision. Il révélerait leur relation, quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, il retrouva Margot dans son appartement du Marais et lui annonça sa résolution. « Je vais dire la vérité à ma famille, à mes associés, à tous ceux qui comptent dans ma vie professionnelle. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. » Margot l'écouta avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle mesurait le courage que représentait cette décision pour un homme de son rang, mais elle craignait aussi les conséquences pour leur amour fragile. « Et si nous perdons tout ?» demanda-t-elle avec une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. « Et si votre monde vous rejette et que je me retrouve responsable de votre chute ?» Alexandre la prit dans ses bras avec tendresse. « Alors nous construirons autre chose ensemble. J'ai assez d'argent pour vivre simplement pendant plusieurs vies. Ce qui compte, c'est d'être authentique, d'être nous-mêmes. » La première épreuve vint plus tôt qu'il ne l'avait anticipé. Lors d'une soirée de Nouvel An organisée par Isabelle dans son hôtel particulier du 7e arrondissement, Alexandre décida de venir accompagné de Margot. Il l'avait préparée à cette confrontation, lui avait acheté une robe de créateur qui mettait en valeur sa beauté naturelle, mais rien ne pouvait vraiment les préparer à l'onde de choc que provoquerait leur apparition ensemble. L'entrée de Margot au bras d'Alexandre dans le salon d'Isabelle fit l'effet d'une bombe. Les conversations s'interrompirent, les regards se tournèrent vers eux avec un mélange de curiosité, de désapprobation et de surprise. Isabelle, parfaite maîtresse de maison, masqua son trouble derrière un sourire professionnel, mais Alexandre put lire dans ses yeux une incompréhension totale. Les présentations furent un exercice délicat. Alexandre présenta Margot simplement comme une amie très chère, évitant momentanément le terme de petite amie qui aurait créé un scandale immédiat. Margot, malgré son appréhension, se comporta avec une dignité et une élégance naturelle qui forcèrent le respect. Sa culture littéraire et sa finesse d'esprit surprirent agréablement certains invités, tandis que d'autres restaient figés dans leurs préjugés de classe. La soirée fut un étrange palais social où chaque interaction était chargée de sous-entendus. Certains invités tentaient de percer le mystère de cet inconnu au bras d'Alexandre. D'autres affichaient ouvertement leur mépris. Quelques-uns se montraient sincèrement intéressés par cette femme qui tranchait si agréablement avec les habitués de ses cercles. Margot navigua dans ces eaux troubles avec une grâce qui impressionna Alexandre. Elle ne cherchait ni à se faire accepter coûte que coûte, ni à provoquer, mais restait simplement elle-même. La véritable confrontation eut lieu en privé, quand Isabelle attira son frère dans son bureau sous prétexte de lui montrer une œuvre d'art récemment acquise. « Alexandre, qu'est-ce qui te prend ?» attaqua-t-elle sans préambule. « Cette femme, qui est-elle vraiment ? Tu sais bien que Céline de Montmorency s'attend à te revoir bientôt. Tu ne peux pas gâcher tes chances avec elle pour qui exactement ?» Alexandre regarda sa sœur avec une tristesse mêlée de détermination. « Isabelle, Margot est la femme dont je suis amoureux. Elle vaut 1000 Céline de Montmorency. Si tu prenais la peine de la connaître vraiment, tu t'en rendrais compte. » Isabelle éclata d'un rire nerveux. « Amoureux ? Alexandre, tu as 42 ans, pas 16. On ne bouleverse pas sa vie pour une passade. Cette femme, d'où sort-elle? Que fait-elle dans la vie ?» La question redoutée était posée. Alexandre prit une profonde inspiration. « Elle travaille pour moi. C'est ma femme de ménage. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Isabelle le regardait comme si elle ne le reconnaissait plus. « Ta femme de ménage. Alexandre, tu as perdu la raison. Tu te rends compte du ridicule de la situation. Un homme de ton rang, un Dubois, avec sa domestique. » La colère montait en Alexandre face à ce mépris de classe qu'il découvrait chez sa propre sœur. « Margot n'est pas une domestique. C'est une femme remarquable, cultivée, intelligente, qui a été contrainte par les circonstances à accepter ce travail. Elle vaut largement tous tes amis snobs et superficiels. » Isabelle secoua la tête avec accablement. « Tu parles comme un adolescent en crise.
Cette femme a bien manœuvré, il faut le reconnaître. Combien te demande-t-elle » Cette insinuation révoltante acheva de convaincre Alexandre qu'il avait eu raison de vouloir vivre son amour au grand jour. Il réalisa que le monde auquel il appartenait était pourri par l'argent et les préjugés, incapable de reconnaître la vraie valeur humaine. « Margot ne m'a jamais rien demandé, contrairement à ton entourage qui ne s'intéresse à moi que pour mon portefeuille. Elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » La dispute se prolongea encore quelques minutes, chacun campant sur ses positions. Isabelle menaçait de couper les ponts, parlait de scandale familial et de réputation ternie. Alexandre restait inébranlable, défendant avec véhémence la femme qu'il aimait. Finalement, ils rejoignirent les invités avec un sourire de façade, mais leur relation fraternelle était profondément abîmée. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère tendue. Margot, consciente des remous qu'elle provoquait, se comportait avec une réserve exemplaire. Elle répondait poliment aux questions, participait aux conversations sans jamais s'imposer, faisait preuve d'une intelligence et d'une culture qui surprenait agréablement. Peu à peu, certains invités commencèrent à apprécier la présence de Margot. François Delacroix, critique littéraire renommé, engagea avec elle une discussion passionnante sur l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Il fut impressionné par sa connaissance approfondie de l'auteur et sa capacité à analyser les subtilités de son écriture. « Vous devriez écrire », lui dit-il sincèrement. « Vous avez une compréhension rare de la littérature. » Cette reconnaissance venant d'un expert reconnu toucha profondément Margot et rassura Alexandre sur la justesse de ses sentiments. Madame de Villeneuve, vieille dame de l'aristocratie parisienne réputée pour son franc-parler, s'approcha d'Alexandre vers minuit. « Votre amie est charmante », lui dit-elle avec un sourire malicieux. « Elle a plus de classe naturelle que la moitié des femmes présentes ce soir. Et elle vous regarde avec un amour sincère, ce qui se fait rare dans nos milieux. » Ces paroles, venant d'une femme dont l'opinion comptait dans le tout Paris, réchauffèrent le cœur d'Alexandre. Cependant, tous les invités n'étaient pas aussi bienveillants. Pierre-Henri de Malécy, banquier d'affaires et ami de longue date d'Alexandre, ne cachait pas sa désapprobation. Il multipliait les allusions désobligeantes, les sous-entendus sur les relations intéressées, les remarques sur l'inadéquation sociale. Alexandre serrait les dents, gardant son calme par respect pour Margot, mais il notait mentalement ceux qui révélaient leur vraie nature ce soir-là. Vers 1h du matin, Alexandre et Margot prirent congé. Dans la voiture qui les ramenait, ils firent le bilan de cette première apparition publique. « Vous avez été magnifique », dit Alexandre en prenant la main de Margot. « Votre dignité, votre intelligence ont forcé le respect de beaucoup. » Margot souriait tristement. « J'ai aussi senti le mépris et la condescendance. Certains me regardaient comme une curiosité, une intruse dans leur monde parfait. »« Leur monde n'est pas parfait », répliqua Alexandre avec amertume. « Ce soir, j'ai vu à quel point il était superficiel et cruel. Vous valez mieux que tous ces gens réunis. » Margot posa sa tête sur l'épaule d'Alexandre. « Mais c'est votre monde, Alexandre. C'est là que vous avez vos racines, vos affaires, votre famille. Je ne veux pas être la cause de votre isolement. » Cette préoccupation généreuse de Margot toucha profondément Alexandre. Même dans cette situation difficile, elle pensait à son bien-être plutôt qu'au sien. Cette abnégation ne fit que renforcer sa conviction qu'il avait trouvé en elle un amour exceptionnel, digne de tous les sacrifices. Les jours qui suivirent confirmèrent leurs craintes. Les échos de la soirée du Nouvel An se répandirent rapidement dans les cercles parisiens. Les langues se déliaient, les hypothèses les plus folles circulaient. Certains parlaient de crise de la quarantaine, d'autres de chantage ou de manipulation. L'histoire d'amour entre le millionnaire et sa femme de ménage alimentait tous les ragots du tout Paris. Au bureau, l'atmosphère devint tendue. Ses associés, dirigés par Charles-Édouard Monclerc, convoquèrent Alexandre pour une réunion exceptionnelle. Dans la salle de conférence de leur cabinet de conseil, face aux tableaux de maîtres et aux meubles d'époque, ils lui firent part de leurs inquiétudes. « Alexandre, cette relation nuit à l'image de notre société, » déclara Monclerc sans détour. « Nos clients fortunés attendent de nous une certaine respectabilité. Ils ne comprendront pas. » Alexandre écouta leur remontrance avec un détachement croissant. Il réalisait que ces hommes qu'il considérait comme des amis ne s'intéressaient qu'aux apparences et aux profits. Leur vision étriquée de la réussite excluait l'amour authentique et le bonheur personnel. « Messieurs, » répondit-il calmement, « ma vie privée ne regarde que moi. Tant que mes performances professionnelles restent excellentes, vous n'avez rien à redire. » Mais les pressions s'intensifiaient.
Des clients importants commençaient à exprimer leur réticence. Le baron de Rothschild lui-même, lors d'un déjeuner privé, lui fit comprendre avec diplomatie que sa relation faisait jaser et pouvait nuire à ses intérêts. « Mon cher Alexandre, je ne juge personne, mais dans notre milieu, l'image compte énormément. Peut-être devriez-vous être plus discret. » Ces attaques répétées contre son bonheur révoltaient Alexandre. Il commençait à comprendre que son ancien monde ne lui pardonnerait jamais d'avoir choisi l'amour plutôt que les convenances. Cette prise de conscience, douloureuse mais libératrice, le poussa à prendre une décision radicale. Un matin de février, il convoqua Margot dans son bureau de l'avenue Montaigne. La jeune femme, qui avait ressenti la pression croissante autour d'eux, s'attendait au pire. Elle craignait qu'Alexandre, épuisé par les critiques et les menaces professionnelles, ne décide de mettre fin à leur relation. Cette perspective la terrifiait, mais elle était prête à l'accepter par amour pour lui. « Margot, » commença Alexandre, en se levant de son fauteuil directorial, « je vais vous faire une proposition qui va peut-être vous sembler folle. » Il s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes. « Voulez-vous m'épouser ?» Cette demande, formulée dans le cadre feutré de son bureau, la prit complètement au dépourvu. « Alexandre, vous êtes sérieux ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Jamais je n'ai été plus sérieux de ma vie, » répondit-il avec une intensité qui ne laissait aucun doute. « Je veux que vous deveniez ma femme, officiellement, publiquement. Je veux que le monde entier sache que vous êtes la personne la plus importante de ma vie. » Margot le regardait avec un mélange d'amour et d'inquiétude. « Mais Alexandre, réfléchissez aux conséquences. Votre famille, vos affaires. »« J'y ai réfléchi, » l'interrompit-il. « J'ai même pris une décision. Je vais vendre mes parts dans la société et créer ma propre entreprise. Nous commencerons une nouvelle vie débarrassée de ce monde hypocrite et méprisant. » Cette révélation stupéfia Margot. Alexandre était prêt à tout abandonner pour elle, à repartir de zéro par amour. La proposition de mariage fut suivie d'une longue conversation où ils envisagèrent ensemble leur avenir. Alexandre avait déjà commencé à réfléchir à de nouveaux projets, notamment dans le domaine de l'investissement socialement responsable. Il voulait créer une société qui concilierait rentabilité et valeurs humaines, loin des pratiques parfois douteuses de son ancien milieu. Margot, de son côté, voyait dans cette nouvelle vie l'occasion de reprendre ses études et de réaliser son rêve d'écriture. Alexandre l'encourageait dans cette voie, prêt à financer ses projets littéraires et à l'accompagner dans sa quête d'accomplissement personnel. Cette perspective d'un avenir construit ensemble, sur des bases d'égalité et de respect mutuel, la séduisait infiniment. Cependant, elle posait une condition. Leur mariage ne devait pas ressembler à une revanche ou une provocation envers l'ancien monde d'Alexandre. Elle voulait une cérémonie simple, authentique, qui reflèterait leurs vraies valeurs plutôt que de servir de manifeste social. Cette sagesse toucha Alexandre, qui comprit qu'elle cherchait à protéger leur amour des récupérations et des polémiques. Ils décidèrent de se marier en petit comité, dans la mairie du 4e arrondissement, près de l'appartement de Margot. Seuls quelques amis sincères seraient invités. François Delacroix, le critique littéraire qui avait apprécié Margot, Madame de Villeneuve qui avait montré sa bienveillance et quelques autres personnes qui avaient su voir au-delà des apparences. Cette liste réduite contrastait avec les fastes habituels des mariages du milieu d'Alexandre, mais elle correspondait parfaitement à leurs aspirations à l'authenticité. L'annonce de leur mariage provoqua un nouveau tollé dans les cercles parisiens. Isabelle, la sœur d'Alexandre, tenta une dernière intervention. Elle débarqua chez son frère un soir, accompagnée de leur cousin Henri, notaire et porte-parole officieux de la famille. « Alexandre, nous venons te supplier de réfléchir une dernière fois, » plaida-t-elle. « Tu es en train de détruire le nom de notre famille, notre réputation construite sur des générations. » Alexandre les reçut poliment mais fermement. « Isabelle, Henri, je respecte vos inquiétudes, mais ma décision est prise. Je me marie avec Margot parce que je l'aime et qu'elle me rend meilleur. Si cela détruit quelque chose, ce ne sera que l'hypocrisie et les faux semblants. » Henri tenta l'argument juridique. « Et ton patrimoine? As-tu pensé à un contrat de mariage? Cette femme pourrait s'emparer de ta fortune. » Cette insinuation mit Alexandre en colère. « Henri, Margot a refusé tous mes cadeaux. Elle insiste pour payer sa part dans notre vie commune. Elle travaille dur pour maintenir son indépendance. Votre méfiance en dit plus sur vous que sur elle. » La conversation tourna court, chacun restant sur ses positions. La famille Dubois se divisa définitivement ce soir-là.
Les dernières semaines avant le mariage furent intenses. Alexandre finalisa la vente de ses parts dans l'ancienne société. Négociation difficile, car ses associés tentèrent de le pénaliser financièrement pour le punir de ses choix personnels. Il dut faire appel à ses avocats pour obtenir un prix équitable, découvrant au passage la vraie nature de certaines relations qu'il croyait amicales. Parallèlement, il lançait sa nouvelle entreprise de conseil en investissement éthique. Cette reconversion professionnelle l'enthousiasmait car elle correspondait à ses nouvelles valeurs. Il voulait prouver qu'on pouvait réussir en affaires sans renier ses principes humanistes. Les premiers clients, attirés par sa réputation de compétence et intrigués par son approche innovante, commençaient à se manifester. Margot, de son côté, préparait leur nouvelle vie avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle avait donné sa démission à ses employeurs, mais continuait à travailler pour Alexandre jusqu'au mariage, par souci de professionnalisme. Cette situation créait des moments surréalistes où elle passait l'aspirateur le matin chez l'homme qu'elle épouserait le mois suivant. Elle avait aussi commencé à écrire, encouragée par Alexandre et par François Delacroix, qui lui avait proposé de lire ses premiers textes. Ces nouvelles, inspirées par son expérience de la précarité et sa découverte de l'amour, révélaient un talent prometteur. L'écriture lui permettait d'exorciser ses anciennes blessures tout en construisant son identité d'artiste. Le jour du mariage arriva enfin. Dans la petite salle de la mairie du 4e arrondissement, décorée simplement de fleurs blanches, Alexandre et Margot échangèrent leurs vœux devant une assistance réduite mais sincère. Margot portait une robe simple mais élégante, choisie ensemble, qui mettait en valeur sa beauté naturelle sans ostentation. Alexandre avait opté pour un costume sobre, loin du faste habituel de ses tenues d'apparat. Les vœux qu'ils s'échangèrent étaient personnels, émouvants, rédigés par eux-mêmes. Alexandre promit de protéger et respecter Margot, de la soutenir dans ses rêves et ses projets, de construire avec elle une vie basée sur l'amour et la vérité. Margot s'engagea à l'aimer dans les moments difficiles comme dans les instants de bonheur, à être sa partenaire égale dans leur nouvelle aventure, à ne jamais oublier d'où ils venaient, pour mieux apprécier où ils allaient. François Delacroix, témoin de Margot, prononça un discours touchant sur la beauté de leur histoire d'amour qui transcendait les barrières sociales. Madame de Villeneuve, témoin d'Alexandre, évoqua avec émotion la force de caractère des deux époux et leur courage de choisir l'authenticité contre les conventions. Ces paroles simples mais sincères contrastaient avec les discours convenus des mariages mondains. La réception eut lieu dans un petit restaurant du Marais, loin des palaces habituels du milieu d'Alexandre. L'atmosphère était chaleureuse, détendue, emplie de vraie joie. Les invités, peu nombreux mais choisis avec soin, célébraient sincèrement le bonheur des nouveaux mariés. Cette simplicité voulue créait une intimité et une authenticité qui touchaient tous les présents. Vers minuit, Alexandre et Margot rentrèrent dans leur nouveau domicile, un appartement bourgeois du 6e arrondissement qu'ils avaient choisi ensemble. Plus modeste que l'ancien appartement d'Alexandre, mais infiniment plus chaleureux, ce lieu reflétait leurs nouvelles priorités. Ils avaient privilégié le charme à l'ostentation, l'intimité au prestige. Cette première nuit en tant qu'époux fut magique. Libérés des pressions extérieures, des regards indiscrets et des critiques, ils pouvaient enfin vivre leur amour en toute liberté. Leur bonheur était d'autant plus précieux qu'il avait été conquis de haute lutte contre les préjugés et les obstacles sociaux. Les mois qui suivirent confirmèrent à la justesse de leur choix. La nouvelle entreprise d'Alexandre prospérait, attirant une clientèle séduite par son approche éthique des affaires. Il découvrait un plaisir nouveau dans le travail, celui de concilier réussite financière et impact social positif. Ses investissements dans des entreprises socialement responsables rapportaient autant que ses anciens placements, tout en servant des causes qui lui tenaient à cœur. Margot, de son côté, s'épanouissait dans l'écriture. Son premier recueil de nouvelles, publié par une petite maison d'édition parisienne, reçut un accueil critique favorable. Les lecteurs appréciaient la sincérité de son style, sa capacité à peindre les petites gens avec tendresse et dignité. Ce succès modeste mais authentique lui procurait une satisfaction que l'argent ne pourrait jamais acheter. Leur couple fonctionnait sur des bases d'égalité et de respect mutuel. Alexandre avait appris à partager les tâches domestiques, découvrant un plaisir inattendu dans ces gestes simples du quotidien. Margot l'aidait dans sa reconversion professionnelle, apportant son regard critique et sa sensibilité sociale aux projets d'investissement.
Cette complémentarité enrichissait leurs relations et leur permettait de grandir ensemble. Cependant, leur bonheur n'était pas exempt d'épreuves. La rupture avec la famille d'Alexandre était douloureuse, surtout lors des fêtes ou des événements familiaux où leur absence se faisait cruellement sentir. Isabelle maintenait sa position hostile, refusant tout contact avec Margot et reprochant constamment à son frère son mariage de déclassement. Certains anciens clients d'Alexandre continuaient à bouder ses services, préférant s'adresser à des conseillers plus fréquentables. Ces pertes financières, bien que compensées par de nouveaux clients, rappelaient régulièrement le prix social de leur choix. Mais ces difficultés, loin de les séparer, renforcèrent leur solidarité et leur détermination commune. Un événement vint bouleverser leur existence paisible. Margot découvrit qu'elle était enceinte. Cette nouvelle, annoncée un dimanche matin de printemps dans leur cuisine ensoleillée, les émut aux larmes. Alexandre prit Margot dans ses bras, réalisant que leur amour allait donner naissance à une nouvelle vie, symbole de leur union et de leur espoir en l'avenir. La grossesse de Margot modifia leur perspective sur de nombreux points. Ils commencèrent à réfléchir à l'éducation qu'ils donneraient à leur enfant, aux valeurs qu'ils voulaient lui transmettre. Alexandre souhaitait que son fils ou sa fille grandissent dans un monde plus juste, moins marqué par les préjugés de classe qui avaient failli détruire leur histoire d'amour. Cette perspective de paternité transformait aussi Alexandre dans sa relation au travail et à l'argent. Il voulait construire un patrimoine solide pour sa famille, mais sans jamais sacrifier ses principes éthiques. Son entreprise prospérait et lui permettait d'envisager sereinement l'avenir financier de ses proches, tout en gardant une activité qui avait du sens. Margot, malgré sa grossesse, continuait à écrire. Son deuxième livre, inspiré par sa propre histoire d'amour, prenait forme lentement. Elle racontait avec pudeur et poésie la rencontre improbable entre deux êtres que tout séparait, leur combat contre les conventions sociales, leur victoire finale sur les préjugés. Ce récit, à la fois personnel et universel, promettait de toucher un large public. Un soir d'été, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de leur appartement, face au toit de Paris, Alexandre fit une réflexion qui résumait leur parcours. « Tu sais, Margot, cette nuit où je t'ai trouvée sous la pluie a été la plus belle de ma vie. Sans le savoir, tu m'as sauvé de moi-même, de ma vie vide et artificielle. » Margot sourit tendrement. « Toi aussi tu m'as sauvé, Alexandre. Tu m'as rendu ma dignité et m'as donné la force de croire en mes rêves. » Cette conversation simple mais profonde illustrait la transformation mutuelle qu'ils avaient vécue. Leur rencontre avait révélé le meilleur en chacun d'eux. La générosité et l'humanité d'Alexandre, le courage et le talent de Margot. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau et de durable, prouvant que l'amour authentique peut triompher des barrières sociales les plus tenaces. Leur histoire commençait à inspirer d'autres personnes. Des journalistes s'intéressaient à leur parcours, voyant en eux un exemple de réussite alternative au modèle dominant. Des jeunes entrepreneurs sollicitaient les conseils d'Alexandre pour créer des entreprises socialement responsables. Des écrivains en herbe demandaient à Margot comment concilier création littéraire et engagement social. Cette notoriété naissante les flattait sans les griser. Ils restaient fidèles à leurs valeurs de simplicité et d'authenticité, acceptant de témoigner de leur expérience quand cela pouvait servir une cause plus large, refusant les sollicitations purement commerciales ou spectaculaires. Leur vie privée restait protégée, leur bonheur conjugal à l'abri des regards indiscrets. L'automne arriva avec ses couleurs dorées et ses premiers froids. Margot était maintenant visiblement enceinte, rayonnante de cette beauté particulière aux futures mères. Alexandre la couvait du regard, émerveillé par ce miracle de la vie qui grandissait en elle. Ils avaient aménagé une chambre d'enfant dans leur appartement, choisissant ensemble chaque détail avec amour et attention. Un matin d'octobre, un événement inattendu vint troubler leur sérénité. Isabelle sonna à leur porte, seule, visiblement émue. Elle avait appris la grossesse de Margot par des connaissances communes et, après des mois de réflexion, avait décidé de tenter une réconciliation. « Alexandre, » dit-elle en retenant ses larmes, « je ne peux pas que mon futur neveu ou ma future nièce grandissent sans connaître sa famille paternelle. » Cette démarche courageuse de sa sœur toucha profondément Alexandre. Il invita Isabelle à entrer, la présenta officiellement à Margot en tant que « ma sœur », que j'aimerais que tu apprennes à connaître. Les deux femmes s'observèrent d'abord avec méfiance, portant chacune le poids des préjugés et des malentendus passés. La conversation fut difficile au début. Isabelle reconnut ses erreurs de jugement,
ses préjugés de classe, sa peur du regard des autres. Margot, avec sa générosité naturelle, accepta ses excuses et proposa de repartir sur de nouvelles bases. Cette réconciliation, symbolique mais sincère, marquait une étape importante dans leur intégration sociale. Peu à peu, d'autres membres de la famille d'Alexandre suivirent l'exemple d'Isabelle. Le cousin Henri lui-même, après avoir fait enquêter discrètement sur Margot et découvert son intégrité parfaite, présenta ses excuses et exprima son respect pour le couple. Cette reconnaissance tardive mais réelle de leur amour par l'entourage familial apportait une paix nouvelle à Alexandre et Margot. Cependant, leur plus grande joie restait l'attente de leur enfant. Les échographies révélaient un bébé en parfaite santé, et ils avaient choisi de ne pas connaître son sexe pour préserver la surprise. Alexandre parlait déjà à son futur enfant, lui racontant l'histoire de ses parents, lui promettant un monde plus juste et plus beau. Margot, inspirée par sa grossesse, écrivait des pages magnifiques sur la maternité, l'amour parental, l'espoir de transmission. Son style gagnait en maturité et en profondeur, nourri par cette expérience unique. Les critiques littéraires commençaient à la considérer comme une voix importante de sa génération, capable de parler du social avec poésie et sans démagogie. Un soir de novembre, exactement 1 an après leur première rencontre sous la pluie, Alexandre et Margot se promenaient sur les quais de Seine. Ils évoquèrent le chemin parcouru, les obstacles surmontés, les bonheurs partagés. « Si on m'avait dit il y a 1 an que ma vie changerait à ce point, » murmura Alexandre en contemplant les lumières qui se reflétaient dans le fleuve, « je ne l'aurais jamais cru. »« Le destin fait parfois bien les choses, » répondit Margot en posant sa main sur son ventre arrondi. « Notre enfant sera le fruit de cette rencontre improbable. Il ou elle portera en lui notre histoire d'amour et notre espoir en l'humanité. » Cette perspective les emplissait d'une émotion profonde, mélange de gratitude pour le présent et de confiance en l'avenir. Leur histoire avait prouvé que l'amour authentique peut triompher des conventions sociales les plus rigides. Alexandre avait trouvé en Margot non seulement une épouse aimante, mais aussi une partenaire qu'il avait révélée à lui-même. Margot avait découvert qu'elle pouvait être aimée pour ce qu'elle était vraiment, au-delà de sa condition sociale et de ses difficultés passées. Ensemble, ils construisaient une vie nouvelle, basée sur des valeurs de respect, d'égalité et d'authenticité. Leur réussite professionnelle respective, leur bonheur conjugal et leur future paternité témoignaient qu'il était possible de concilier ambition personnelle et engagement social, réussite matérielle et richesse humaine. En cette soirée de novembre, 1 an après leur rencontre fortuite, Alexandre et Margot rentrèrent chez eux main dans la main, confiants en l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Leur amour, né dans l'adversité, s'était épanoui dans la durée, prouvant que les plus belles histoires commencent parfois dans les circonstances les plus inattendues. L'hiver s'installait doucement sur Paris, recouvrant la ville d'un manteau blanc qui transformait les boulevards en décors féeriques. Dans leur appartement du 6e arrondissement, Alexandre et Margot savouraient ces dernières semaines avant l'arrivée de leur enfant. La grossesse de Margot touchait à sa fin et chaque jour apportait son lot d'émotions nouvelles et d'anticipations joyeuses. Alexandre avait pris l'habitude de poser sa main sur le ventre de sa femme chaque matin, sentant les mouvements de leur bébé qui semblait déjà impatient de découvrir le monde. Ces moments d'intimité familiale lui procuraient une plénitude qu'aucune réussite professionnelle n'avait jamais égalée. Il réalisait que sa vraie richesse n'était plus comptabilisée en euros ou en actifs, mais en amour partagé et en bonheur quotidien. Margot, malgré les inconforts de la fin de grossesse, rayonnait d'une sérénité profonde. Son 3e livre, un récit autobiographique sur sa transformation personnelle et sociale, était en cours de finalisation. Les premières lectures par son éditeur avaient été enthousiastes, promettant un succès qui dépasserait ses précédentes publications. Cette reconnaissance littéraire comblait ses aspirations artistiques, tout en lui donnant une indépendance financière qui égalisait définitivement son statut avec celui d'Alexandre. Un matin de décembre, alors que les premières contractions se manifestaient, Alexandre accompagna Margot à la maternité de l'hôpital Saint-Vincent de Paul. Dans la voiture, tenant la main de sa femme, il repensait au chemin extraordinaire qu'ils avaient parcouru ensemble. De cette nuit pluvieuse où il l'avait découverte sans abri à ce moment magique où ils allaient accueillir leur enfant, leur histoire d'amour avait triomphé de tous les obstacles. L'accouchement se déroula dans de bonnes conditions,
entouré de l'équipe médicale bienveillante et dans l'atmosphère chaleureuse que Margot avait souhaitée. Alexandre, présent à ses côtés, encourageait sa femme avec une tendresse qui émut le personnel soignant. Quand résonna le premier cri de leur bébé, les larmes de joie coulèrent librement sur leur visage, mélange d'épuisement et d'extase. « C'est une petite fille », annonça la sage-femme en posant délicatement le nouveau-né sur la poitrine de Margot. Alexandre contemplait sa fille avec un émerveillement total, ce petit être parfait qui incarnait leur amour et leurs espoirs. Il l'avait prénommée Élise, en hommage à George Sand, dont le vrai nom était Aurore Dupin, baronne Dudevant, mais qui avait choisi la liberté et l'authenticité sous le pseudonyme masculin. Les premiers jours avec Élise transformèrent complètement leur quotidien. Alexandre découvrait les joies et les angoisses de la paternité, apprenant à changer les couches, à donner le biberon, à bercer sa fille pour l'endormir. Ces gestes simples mais essentiels l'épanouissaient profondément, lui donnant un sens nouveau à l'existence. Il avait créé des entreprises, brassé des millions, mais rien ne l'avait jamais autant comblé que de voir sourire sa petite fille. Margot s'épanouissait dans son rôle de mère, alliant instinct naturel et réflexion éducative. Elle parlait constamment à Élise, lui, racontant des histoires, lui chantant des berceuses, créant déjà les bases d'une complicité qui durerait toute la vie. Son expérience de la précarité l'avait rendue particulièrement sensible aux besoins de sécurité et d'amour de son enfant. L'arrivée d'Élise accéléra la réconciliation familiale. Isabelle, transformée en tante gâteuse, venait régulièrement rendre visite au bébé, apportant des cadeaux somptueux et prodiguant ses conseils bienveillants. Elle avait fini par reconnaître publiquement que Margot était une épouse parfaite et une mère exemplaire, effaçant définitivement les rancœurs du passé. Même les grands-parents Dubois, initialement hostiles au mariage de leur fils, furent conquis par leur première petite fille. Ils organisèrent un déjeuner familial dans leur propriété de Normandie, accueillant officiellement Margot dans la famille. Cette acceptation tardive mais sincère apportait une paix définitive à Alexandre, qui retrouvait ses racines familiales sans renier ses choix personnels. L'entreprise d'Alexandre prospérait de manière exceptionnelle. Son approche éthique des investissements séduisait une clientèle croissante, soucieuse de concilier rendement financier et impact social positif. Il avait développé des partenariats avec des ONG et des associations caritatives, orientant les capitaux vers des projets d'éducation, de santé et de développement durable. Cette réussite professionnelle nouvelle génération prouvait qu'on pouvait gagner de l'argent tout en servant des causes nobles. Margot, de son côté, connaissait une reconnaissance littéraire grandissante. Son dernier livre, De l'ombre à la lumière, récit poignant de son parcours personnel, rencontrait un succès critique et commercial remarquable. Les lecteurs s'identifiaient à son histoire de résilience et d'amour triomphant, y trouvant une source d'inspiration et d'espoir. Elle était désormais invitée dans des émissions littéraires, des salons du livre, des conférences sur l'égalité des chances. Cette notoriété permettait à Margot de porter des causes qui lui tenaient à cœur. Elle créa une association d'aide aux femmes en difficulté, offrant hébergement temporaire, formation professionnelle et soutien psychologique. Cette structure, financée en partie par les bénéfices de l'entreprise d'Alexandre, aidait des centaines de femmes à retrouver dignité et autonomie. Margot y trouvait un moyen de redonner ce qu'elle avait reçu, transformant sa propre expérience en force positive pour d'autres. Leur couple évoluait harmonieusement, enrichi par la paternité et la maternité. Ils avaient appris à concilier vie professionnelle, engagement social et bonheur familial, créant un équilibre rare et précieux. Leurs discussions du soir, après avoir couché Élise, portaient sur leurs projets communs, leurs rêves d'avenir, leurs réflexions sur l'éducation de leur fille. Alexandre admirait chaque jour davantage l'évolution de Margot. La femme fragile qu'il avait secourue sous la pluie était devenue une personnalité reconnue, une écrivaine respectée, une militante écoutée. Cette transformation qu'elle avait accomplie par sa seule force de caractère le remplissait d'admiration et de fierté. Il réalisait qu'en la sauvant, c'était lui-même qui l'avait sauvée de sa vie vide et superficielle. Margot, réciproquement, mesurait le chemin parcouru par Alexandre. L'homme d'affaires impitoyable s'était mué en père attentionné, en mari aimant, en patron bienveillant. Il avait accepté de remettre en question tout son système de valeurs pour construire une existence plus authentique et plus humaine.
Cette capacité de changement témoignait d'une grandeur d'âme qu'elle chérissait profondément. 1 an après la naissance d'Élise, ils décidèrent d'organiser une grande fête pour célébrer cette première année de bonheur familial. Cette réception, organisée dans leur appartement agrandi par l'acquisition de l'étage supérieur, réunissait tous ceux qui avaient compté dans leur parcours. Familles réconciliées, amis fidèles, collaborateurs bienveillants, bénéficiaires de leurs actions caritatives. François Delacroix, devenu un ami proche, prononça un discours émouvant sur la beauté de leur histoire d'amour. Alexandre et Margot ont prouvé que l'amour authentique peut transformer non seulement 2 vies, mais rayonner positivement sur toute une communauté. Leur exemple nous montre qu'il est possible de réussir dans le respect des valeurs humaines fondamentales. Madame de Villeneuve, maintenant âgée mais toujours alerte, évoqua avec malice leur première rencontre publique. J'avais tout de suite vu que cette jeune femme avait plus de classe que bien des duchesses. L'amour, quand il est vrai, se reconnaît immédiatement. Ces paroles chaleureuses témoignaient de l'affection sincère que leur histoire avait suscitée. Isabelle, transformée par sa réconciliation avec son frère, remercia publiquement Margot d'avoir rendu Alexandre heureux. Ma belle-sœur a redonné à mon frère sa joie de vivre et sa générosité naturelle. Elle a fait de lui un homme meilleur, et nous lui en sommes tous reconnaissants. Cette reconnaissance publique effaçait définitivement les blessures du passé. Pendant la soirée, Alexandre prit la parole pour remercier tous les présents et raconter leur histoire avec émotion. Il y a 3 ans, par une nuit pluvieuse, j'ai rencontré une femme qui a changé ma vie. Margot m'a appris que la vraie richesse ne se compte pas en euros mais en amour partagé, en respect mutuel, en engagement pour les autres. Notre fille Élise grandit dans cette philosophie de vie et j'espère qu'elle perpétuera ses valeurs. Margot, à son tour, évoqua leur parcours avec des mots simples mais touchants. Alexandre m'a offert bien plus qu'un toit et une sécurité matérielle. Il m'a rendu ma dignité, ma confiance en moi, ma capacité à rêver. Ensemble, nous avons prouvé qu'amour et réussite peuvent aller de pair, que le bonheur individuel peut servir le bien commun. La soirée se prolongea tard dans la nuit, dans une atmosphère de bonheur partagé et d'optimisme communicatif. Les invités repartaient avec le sentiment d'avoir assisté à quelque chose d'exceptionnel, une démonstration vivante que l'amour authentique peut triompher de tous les obstacles. Quelques mois plus tard, Alexandre et Margot apprenaient qu'ils attendaient un 2e enfant. Cette nouvelle grossesse, souhaitée et célébrée, promettait d'agrandir encore leur bonheur familial. Élise, maintenant âgée de 18 mois, babillait joyeusement en montrant le ventre de sa maman, comme si elle comprenait qu'un petit frère ou une petite sœur allait bientôt rejoindre la famille. L'entreprise d'Alexandre continuait sa croissance impressionnante, devenant une référence dans l'investissement socialement responsable. Il avait ouvert des bureaux à Londres et à New York, exportant sa philosophie d'affaires éthiques sur la scène internationale. Cette expansion lui permettait d'amplifier son impact positif tout en assurant l'avenir financier de sa famille. Margot publiait régulièrement de nouveaux ouvrages, explorant différents genres littéraires, tout en gardant sa signature stylistique reconnaissable. Son association d'aide aux femmes en difficulté était devenue un modèle, copié dans plusieurs villes françaises et même à l'étranger. Elle recevait des témoignages émouvants de femmes qui avaient retrouvé espoir grâce à son aide. Leur histoire d'amour était devenue légendaire dans certains cercles parisiens, cités en exemple pour prouver que les barrières sociales peuvent être surmontées par l'amour authentique. Des journalistes continuaient à s'intéresser à leur parcours, mais Alexandre et Margot gardaient une discrétion exemplaire sur leur intimité, ne témoignant que lorsque cela pouvait servir des causes qui leur tenaient à cœur. Un soir de printemps, 5 ans après leur première rencontre, Alexandre et Margot se promenaient dans les jardins du Luxembourg avec Élise qui courait entre les arbres en fleurs. Margot, enceinte de 6 mois de leur 2e enfant, s'appuyait tendrement contre l'épaule de son mari. Ils regardèrent à leur fille jouer avec d'autres enfants sans distinction de classe sociale dans cette innocence de l'enfance qui ignore les préjugés des adultes. « Tu te rends compte du chemin parcouru ?» murmura Alexandre en caressant le ventre arrondi de sa femme. « De cette nuit terrible où je t'ai trouvé sous la pluie à ce bonheur parfait. Parfois, j'ai l'impression de rêver. » Margot sourit avec cette sérénité qui la caractérisait désormais. C'est la magie de l'amour vrai, Alexandre. Il transforme les épreuves en force, les différences en richesse, les obstacles en tremplin. Élise courut vers eux, ses petites joues rosies par l'effort et l'excitation.
« Papa, maman, regardez les fleurs !» s'écria-t-elle en leur tendant un bouquet de pâquerettes cueillies dans l'herbe. Ce geste spontané, cette joie pure de leur fille, résumait tout leur bonheur. Ils avaient créé une famille aimante, une entreprise prospère, une œuvre sociale utile, mais surtout, ils avaient prouvé que l'amour authentique peut tout surmonter. En rentrant chez eux ce soir-là, Alexandre fit une réflexion qui toucha profondément Margot. « Si je devais revivre ma vie, je prierais pour que cette nuit pluvieuse se reproduise exactement à l'identique. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » Margot l'embrassa tendrement. « Moi aussi, mon amour, car cette nuit-là, nous nous sommes sauvés mutuellement. » Leur histoire continuait à s'écrire jour après jour, enrichie par les joies simples du quotidien et nourrie par un amour qui n'avait cessé de grandir depuis leur première rencontre. Alexandre et Margot avaient démontré que les plus belles histoires d'amour peuvent naître dans les circonstances les plus inattendues, que la différence sociale n'est qu'un obstacle superficiel face à la profondeur des sentiments authentiques. Quelques années plus tard, devenus grands-parents comblés, ils racontaient encore leur histoire à leurs petits-enfants, leur expliquant avec des mots simples que l'amour véritable ne connaît aucune frontière, aucune barrière, aucune limite. Leur petit-fils préféré demandait toujours « Papy, comment as-tu su que mamie était la femme de ta vie ?» Alexandre répondait invariablement « Quand on rencontre l'amour de sa vie, mon chéri, le cœur le reconnaît immédiatement. » Et Margot ajoutait, les yeux brillants de tendresse, « L'amour véritable transforme tout sur son passage. Il rend meilleurs ceux qui le vivent et inspire ceux qui en sont témoins. » Ainsi, leur histoire d'amour extraordinaire continuait à rayonner, génération après génération, prouvant que certains contes de fées peuvent devenir réalité quand ils sont écrits avec sincérité, courage et authenticité. Leur héritage ne se limitait pas aux biens matériels qu'ils laisseraient à leurs descendants. Plus précieux encore était l'exemple de leur amour triomphant, la preuve vivante qu'il est possible de construire le bonheur sur des bases solides, dans le respect mutuel et l'engagement partagé pour un monde meilleur. Alexandre et Margot avaient écrit, par leur vie même, la plus belle des histoires d'amour, celle qui inspire l'espoir et la foi en l'humanité. Si cette histoire d'amour exceptionnelle vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à laisser un like pour nous encourager et partager en commentaire. Que retenez-vous de cette belle leçon de vie sur l'amour qui triomphe de tous les obstacles? Comment cette histoire a-t-elle changé votre vision de l'amour authentique?